En 1925, sur le modèle de la Bermuda Race américaine, le journaliste Weston Martyr imagine la course du Fastnet. Les concurrents partent de l'île de Wight, virent le phare du Fastnet au sud de l'Irlande et rentrent à Plymouth. Depuis, la course est devenue une des épreuves les plus prestigieuses au monde. Et en 2021, la Rolex Fastnet Race a vécu une petite révolution puisque c'est désormais Cherbourg-en-Cotentin qui accueille les quelques centaines de bateaux bouclant les 695 milles du parcours. En 2023, la course qui fête sa 50e édition s'élancera le 22 juillet de Cowes. Pour célébrer cet anniversaire, l'association Arrivée Fastnet Cherbourg, qui réunit 4 collectivités, la ville de Cherbourg-en-Cotentin, la communauté d'agglomération du Cotentin, le département de la Manche et la région Normandie, vous propose le roman du Fastnet, un podcast mensuel en 6 épisodes sur les plus grandes heures de cette épreuve presque centenaire. Je suis Pierre-Marie Bourguina et je vous invite pour 30 minutes à feuilleter avec nos invités ce roman du Fastnet. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du roman du Fastnet consacré aujourd'hui à la victoire historique de Night and Day en 2013. Alors, Night and Day, comme son nom ne l'indique pas, est bel et bien un bateau français. Et vous vous souvenez peut-être que nous avons ouvert en février ce roman du Fastnet par la première victoire française en 67, celle d'Éric Tabarly sur Penduic 3, donc ce n'est pas la nationalité de l'équipage qui nous intéresse aujourd'hui. Si la victoire de Night and Day est historique, c'est parce qu'il s'agit de la première victoire toute classe, on dit overall, d'un bateau mené en double. La Rolex Fastnet Race a ouvert une catégorie double en 2005, elle a été de plus en plus disputée au fil des éditions, elle a son propre classement, mais un équipage constitué de 2 marins qui brûlent la politesse à tous les équipages engagés, ce n'était jamais arrivé au Fastnet, et ça ne s'est d'ailleurs jamais reproduit. Et puis cette victoire de Night and Day est belle, elle méritait bien un chapitre de ce roman du Fastnet, car c'est une victoire en famille, celle de Pascal et Alexis Loison, père et fils, qui, je précise, n'étaient pas à leur première, puisqu'ils avaient déjà remporté la Rolex Fastnet Race dans leur classe en 2005. Alors, privilège de l'âge, je salue d'abord Pascal qui est avec nous depuis Cherbourg. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour à tous. Bon, Cherbourg, Pascal. Oui, bonjour Pascal. Cherbourg, c'est la nouvelle destination du Fastnet. C'est aussi votre lieu de résidence. C'est là que vous avez toujours préparé vos bateaux. Il y en a eu plusieurs avant ce JPK 1010 Night and Day, victorieux en 2013. Vous nous raconterez ça. Votre premier Fastnet, Pascal, ça remonte à quand? Eh ben, c'était en 2005, en double avec Alexis. D'accord. Donc, premier Fastnet, première victoire. Oui, en double. En double. Pas... dans la catégorie double cette fois-ci. Voilà, on précise bien. Et combien de Fastnet à votre actif, Pascal? Et ben après, on a remis ça en 2013, et donc celle dont on parle aujourd'hui, et puis on a recommencé en 2015 et en 2017, voilà, avec à chaque fois des résultats pas mauvais, puisqu'en 2015, on a été 2e dans notre classe et 2e en double à 14 secondes derrière un J105 anglais. Et puis en 2017, on a gagné à la fois le double et notre classe avec toujours le même bateau, le JPK 1010 Night and Day. Parfait. Bon, je me tourne vers Alexis. Puis après, je me suis arrêté en 2017. J'ai pris ma retraite. Vous avez pris votre retraite. On va en parler. De coureur. Bon, je me tourne vers votre équipier et non moins fils, Alexis, qui est avec nous, je crois, du côté de la Trinité-sur-Mer. Bonjour Alexis. Ouais, bonjour tout le monde. Bon, alors Alexis Loison, le nom n'est certainement pas inconnu pour ceux qui s'intéressent à la course au large, puisque tu as disputé, Alexis, pas moins de 16 solitaires du Figaro, un circuit Figaro que tu avais délaissé l'an passé et que tu as retrouvé à l'occasion de la Solo Maître Coq. Tu as montré d'ailleurs que tu n'avais pas perdu la main puisque tu termines 2e. C'était sympa, j'imagine, de retrouver tout de suite ces marques en monotype, Alexis. Bah oui, c'était assez rassurant même. Je me demandais comment j'allais me situer, et puis voilà, comme on dit, c'est un peu comme le vélo. Et puis en plus, c'était une course particulièrement dure avec des conditions pas faciles, musclé, donc musclé. On est quand même mi-mars, donc de revenir comme ça avec un podium sur une épreuve du Championnat de France de course large, c'est pas rien. Donc super content et puis rassuré, mais les jeunes vont vite, parce que maintenant je suis plus un jeune dans cette série, donc il y a encore du boulot pour être prêt
pour la prochaine solitaire du Figaro qui aura lieu mi-août. D'accord. Et puis cette année, c'est celle de la Transat Jacques Vabre aussi pour toi, Alexis, que tu disputeras en classe 40 avec Nicolas Jossier sur le classe 40 Manche Évidence Nautique qui a été baptisé tout récemment. Tout ça en plus de ton travail de responsable commercial chez Technique Voile. L'emploi du temps est bien rempli. Est-ce que la Rolex Fastnet Race pourrait encore faire partie du programme en 2023 ? Et alors, elle est notée sur le programme. Aujourd'hui, malheureusement, elle est en même temps que le trophée Guy Cotten en classe Figaro Beneteau, qui est un peu la dernière épreuve de préparation à la solitaire. Donc, je n'ai pas encore fait mon choix si je pouvais faire l'impasse sur cette solo Guy Cotten ou pour aller faire la Rolex Fastnet Race, ou si voilà, fallait que je me prépare vraiment comme je voulais pour la solitaire. Donc je vais continuer de m'entraîner en Figaro pendant quelques mois et puis je verrai comment je me sens si je peux me permettre d'aller faire le Fastnet ou pas. Mais aujourd'hui c'est un peu compromis, je pense. Bon, on verra. On laisse la porte ouverte jusqu'à la fin de l'émission. Bon, très bien. Alors, je disais en introduction que Cherbourg, effectivement, est le port d'arrivée aujourd'hui, Cherbourg-en-Cotentin, de cette Rolex Fastnet Race. Cherbourg, c'est juste en face de Cowes. C'est presque plus simple d'aller régater à Cowes que de venir faire un petit championnat en Bretagne Sud. Mais j'imagine, Pascal, qu'avant de se frotter aux courses du Rorke, on fait ses classes. Alors, comment tout ça a-t-il commencé, ces navigations en course croisière pour vous du côté de Cherbourg? J'ai toujours fait beaucoup de croisières en fait, et alors je naviguais, j'ai commencé par avoir un Roche Régate, c'était mon premier bateau que j'ai acheté relativement jeune puisque je devais avoir 21 ans ou quelque chose comme ça, et je l'avais acheté en copropriété avec mon papa et ma sœur, voilà, et on faisait surtout de la croisière. On est allé en Irlande, on a fait des transmanches, visité la Cornouaille britannique et des choses comme ça. Et puis après, j'ai eu un Gypsy 90. Je faisais à l'époque peu de courses au large. Je me suis mis à la course au large guidé par un collègue qui était un ami et qui lui était un très très ancien voileux régatier qui naviguait sur un Del 28. C'était Olivier Boudot pour ne pas le nommer. Le bateau s'appelait Billy Bones et ils ont fait avec ce bateau plusieurs Fastnet, notamment celui tristement célèbre de 1979. Et où ils avaient abandonné, démanté, quelques soucis, comme beaucoup de bateaux. Et lui, donc, dans sa carrière professionnelle, il avait beaucoup navigué en Bretagne, mais à un moment, il s'est installé à Coutances, donc dans mon département, et du coup, il a ramené son bateau à Cherbourg et il a fait un peu appel à mes services en tant que local pour le guider un peu dans les courants, les choses comme ça qui, dans notre Cotentin, sont quand même un élément important du paysage de la navigation. Et voilà, donc j'ai pris goût à la course au large comme ça, parce qu'on a fait des courses d'Inard, des courses du Rorke, et du coup je me suis mis ensuite à courir avec mon bateau, donc d'abord le Gypsy 90 à l'époque, et puis ensuite j'ai eu un 3/4 tonnes qui était un bateau à ne pas mettre entre toutes les mains, enfin un bateau extraordinaire mais exigeant et pas du tout fait pour la croisière, mais je faisais de la croisière avec quand même. D'accord. Et vous surveillez l'allumette que devait être le mât. Voilà, c'est ça. C'est tout le bastac, ouais. C'est ça. Et puis, mais c'était un bateau qui apprenait beaucoup de choses parce que voilà, au niveau de des possibilités de réglage et tout ça, c'était infini. Et puis c'était très réactif. Donc c'était des bateaux passionnants. Et puis en fait après j'ai racheté un Figaro parce que je me suis intéressé, comme beaucoup de gens, à la navigation en équipage réduit du fait de la difficulté de réunir des équipages. Voilà, les gens vous laissaient tomber un peu
fois au dernier moment. Bon, enfin, tout le monde connaît ça, et c'était un petit peu embêtant. Donc, comme Alexis grandissait, s'intéressait beaucoup à ça aussi, je me suis dit, bah tiens, on va s'acheter un Figaro et faire des courses en équipage réduit, étant à peu près persuadé qu'on pouvait aller aussi vite avec un bateau en équipage réduit que finalement en équipage complet, en le préparant bien. Enfin bon, voilà, il y avait, avec l'aide d'un pilote automatique. Voilà. Et donc on a acheté un Figaro, et puis on a commencé à faire des courses, et comme vous le disiez tout à l'heure, des courses du Rorke, pourquoi pas, parce qu'à Cherbourg, Cauze est à 70 000, quoi. C'est beaucoup plus près que la Trinité-sur-Mer. Il y a pas photo. Il n'y a pas photo. Alors, Alexis, ces années 80, là, 90, c'est ton enfance, ton adolescence. Cette vocation, toi, de la course au large, en tout cas la décision d'en faire ton métier, elle arrive quand exactement? Est-ce qu'elle arrive avec ces courses du Rorke? Ouais, elle en fait bien partie. C'est sûr que j'ai toujours eu le virus très vite, très à l'aise sur le bateau, même voilà, tout petit. Et puis après, en grandissant, effectivement, je commençais à regarder ça avec beaucoup d'intérêt, très vite. Je suis pas vraiment passé par la case dériveur, j'en ai pas fait beaucoup, mais par contre, voilà, je faisais équipier déjà sur les croisières, et puis très vite, je me suis retrouvé à faire équipier sur les petites régates avec papa, et puis aussi avec des copains, faire un peu de classe 8 et tout, mais c'est sûr que très vite j'ai voulu, voilà, c'était pas forcément le parcours banane qui m'intéressait, mais plus la traversée de la Manche, jouer des courants, des changements de vent, aller jouer dans les cailloux, etc. Ça, c'est tout de suite ce qui m'a beaucoup plu, les nuits en mer, tout ça, et si possible en équipage réduit. Ça m'a tout de suite beaucoup plu. Bon, alors le projet de naviguer père et fils, il s'impose donc assez vite, Pascal, et donc c'est un projet qui passe, comme vous le disiez, en 84 par l'achat d'un Figaro 1, le premier monotype Beneteau qui a succédé au Alf. Ce bateau, il s'appelle déjà Night and Day, je crois. Ce n'est pas en 84 qu'on a acheté le Figaro. En 2000, je pense. En 2000, pardon, 84, 84, c'était la pleine époque, la belle époque des Alf, pardon pour cette erreur de chronologie. En 2000, effectivement, et Alexis a 16 ans en 2000, c'était les dates de ma confusion. Donc ce Figaro 1, il s'appelle déjà Night and Day. Pascal, je crois que c'est un nom qui vous tient à cœur, qui mérite une petite explication. Alors c'est son nom de course, parce qu'en fait il s'appelait pas Night and Day de son nom de francisation, mais en course on l'a appelé tout de suite Night and Day pour aller faire les courses du Rorke. Alors pourquoi Night and Day? Eh ben parce que c'est à cause de la chanson de Cole Porter. Je précise donc que nous n'étions sponsorisés ni par une marque de café décaféiné, ni par une marque de protection pour les fuites urinaires, parce que tout ça existe, mais ce n'était pas notre sponsor. Non, c'est la chanson de Cole Porter, qui est un standard de jazz très très connu, dans lequel il explique qu'il est obsédé jour et nuit et jour par quelqu'un qu'il aime et qu'il y pense en permanence. Et je me suis dit que c'était un nom assez fantastique pour la navigation, en particulier la navigation en équipage réduit, parce que finalement il n'y a pas beaucoup d'activités que vous pouvez faire nuit et jour et nuit, sans jamais vous arrêter. Il y a en particulier aucune activité sportive. Vous pouvez pas jouer au tennis jour et nuit et jour sans vous arrêter. Quand vous dormez, vous jouez pas au tennis. Et alors que quand vous dormez pendant une course au large, eh ben ça fait partie de la course. Il y a des moments où on peut dormir et des moments où on peut pas dormir, et dormir au bon moment, dormir quand le bateau va aussi vite quand vous dormez pas, eh ben c'est du temps de gagner sur les autres qui vont pas forcément dormir au bon moment, dont le bateau va ralentir pendant qu'ils dorment. Donc c'est pour ça que j'ai appelé le bateau comme ça. Voilà, D'accord, Night and Day, merci Cole Porter. Et donc il y a eu plusieurs Night and Day, et
donc ce fameux JPK 10-10 qui en 2013 fait une super saison avant la Rolex Fastnet Race, puisque vous gagnez quasiment toutes les courses et vous gagnez également la Channel Race toute classe. Lorsque vous débarquez à Coves pour le Fastnet, l'objectif, j'imagine, c'est la gagne, mais vous avez déjà cette idée d'une victoire possible toute classe comme ça en double, ou c'est assez lointain? Pas vraiment, c'est quand même assez lointain. Après, on sait que c'est possible puisqu'on a déjà gagné plusieurs courses du Rorke toute classe en les courant en double. On sait que c'est possible, mais on n'y croit pas trop. Notre objectif est de gagner le double. Après, bon, on sait que ça n'est pas impossible, mais il faut quand même un concours de circonstances. Bon, comme c'est une course en handicap, ben il y a des conditions où les gros ratings sont avantagés. Vous pouvez faire la meilleure course que vous pouvez rêver sans faire aucune erreur. Vous serez de toute façon battu parce que vous passerez pas au bon moment dans les virages du parcours, et donc vous serez pénalisé par rapport à d'autres qui sont passés 12 heures avant, ou au contraire qui vont passer quelques heures après. Ça, on peut pas lutter contre ça, mais on sait que c'est possible. Mais sincèrement, le jour du départ, on n'y croit pas trop. On en plaisante un peu avec Alexis au moment du départ parce que comme c'est son, je ne sais plus si c'était le jour de l'arrivée ou le jour du départ, son anniversaire, mais bon, il est né le 11 août et c'était dans ces dates-là, et je lui demande ce qu'il veut pour son anniversaire et il dit une Rolex. Voilà. Bon. Effectivement, la Rolex qui est le cadeau, le prix donné par l'organisation pour celui qui gagnerait toute classe. C'est bien ça? Voilà, exactement. Oui. Bon, très bien. Alors Alexis, ce départ, tu t'en souviens, les conditions étaient comment là sur la ligne en 2013? C'était une édition, je crois, de vent assez médium, des conditions ni trop faibles ni trop vigoureuses. Ouais, je me rappelle très très bien. C'était du louvoyage, voilà, dans un petit médium, et ça avait commencé fort parce qu'en fait, la quasi-totalité des bateaux, donc c'est un départ, il y a plusieurs départs en fait, toutes les 20 minutes. Oui, voilà. Peut-être qu'il faut que tu racontes ça quand même à nos auditeurs, que le départ d'une Rolex Fastnet Race, c'est d'abord c'est un spectacle, c'est orchestré, et puis il y a tellement de bateaux et de bateaux différents. Quand on est dans une classe comme vous en IRC3, on a le temps de voir du beau monde s'élancer, j'imagine. Voilà, exactement. L'ordre, je crois que c'était d'abord les multicoques, peut-être après les IMOCA, et ouais. très vite, voilà, après c'était les IRC4, donc les petits IRC, et ensuite c'était nous, etc., jusque aux très grands IRC, etc. Et en fait, donc nous, on était on va dire le deuxième départ des IRC, et donc c'était du louvoyage et avec un peu de courant contraire. Donc fallait un peu choisir quel côté, soit on va dire du côté Angleterre pour s'abriter du courant contraire, soit du côté île de Wight. Et je me rappelle qu'en fait sur le départ on devait être deux bateaux, donc deux JPK 10-10 à avoir choisi le côté île de Wight parce que bon, on trouvait quand même qu'il y avait beaucoup d'arguments à aller de ce côté-là, mais on n'était que deux bateaux. Et donc je me rappelle très bien parce que c'était un autre JPK 10-10 qui était aussi basé à Cherbourg, Rejingby. Et donc on a commencé très fort à se bagarrer, à croiser l'un derrière l'autre à chaque virement de bord sur ce départ. Et surtout on n'était que tous les deux de ce côté-là. Mais à la sortie du Solent, on croisait en gros en tête de notre classe. Donc déjà on avait fait un joli premier petit coup. Mais voilà, on avait vu clair déjà sur ce départ, donc ça nous a permis de faire un super départ en fait et de sortir aux avant-postes aux Needles. Donc je me rappelle très bien. Je précise qu'il y avait quand même 8 JPK 10-10, je crois, engagés sur cette Rolex Fastnet Race. Donc il y avait presque une course dans la course de ce constructeur déjà en vogue, avec ce 10-10 qui a été vraiment un moment charnière pour le chantier de Jean-Pierre Kelbert. Certains, je crois, j'ai retrouvé en préparant l'émission, couraient en IRC3, d'autres en IRC4. Comment ça, comment se joue cette frontière, là, Pascal, là, et comment vous aviez choisi peut-être d'être dans la classe un peu plus grande?
Eh ben, c'était après en fait la charnière entre les deux classes était très proche du rating moyen du JPK 10-10. Alors après nous on n'avait pas voulu trop lui rogner les ailes à notre bateau. Il y avait certains qui avaient fait justement des choix de voiles toutes petites machin pour avoir un petit rating. Euh, Nous, on avait l'impression que le bateau avait quand même un peu besoin de toile pour s'exprimer, notamment dans le petit temps. Comme on courait en double, on pensait aussi que le petit temps était notre créneau, voilà, parce que c'est clair que dans la brise ou le médium un peu fort, par rapport au JPK en équipage complet, on avait un petit peu de mal, ce qui est normal. Par contre, dans la pétole, on s'en tirait très 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 bien. Et voilà, donc on avait plutôt choisi d'avoir des voiles pas trop petites, et c'est ça, je pense, qui fait qu'on était dans la classe supérieure, là où d'autres étaient dans la classe inférieure. Mais ça se jouait en fait sur quelques points, quelques millièmes, quelques millièmes de TCC. Exactement. Ouais, le fameux TCC de la jauge IRC. Et je précise aussi que des JPK 10-10, il y avait pas mal de versions, Alexis. Il y avait des bateaux quille droite, d'autres quille à bulbe, certains monosafran, d'autres bisafran, macarbone ou pas macarbone, au module, pas au module. Vous étiez dans quelle configuration, Alexis, avec Night and Day? Alors nous, on avait donc un bateau bisafran parce que voilà, on s'était dit on va faire des bords pas que du près et du vent arrière sur des parcours bananes, donc des bords un peu loafés, au largue et tout. Voilà, on trouvait que le bisafran avait de l'intérêt. On avait une quille plate pour des histoires de traînée et de rating. Et puis que c'était pas le premier 10-10, on avait quand même commencé à repérer que les 10-10 qui marchaient fort avaient des quilles plates, donc et notamment le bateau de Jean-Pierre Calbert, lui, avait une quille plate, donc on s'était dit qu'il n'avait pas fait ce choix pour rien. Et on avait un macarbone pour voilà, parce qu'on estimait quand même que c'était pour des histoires de raider et tout, c'était vraiment des beaux macarbones, donc voilà, c'était ça notre configuration. Et après on avait voilà, c'était ça un peu la configuration, et après on avait plutôt des spies symétriques et un code 0 pour le petit temps et un speed brise asymétrique. Voilà. Bien. Alors on revient à ce départ. Donc vous nous expliquez que le départ se passe pas mal côté Île de Wight, vous sortez bien aux Needles, mais après il y a toutes les grandes baies là de la Cornouaille à traverser, et je crois Pascal que dès le début il y a un peu de ménage dans la flotte, parce qu'il y a des passages à niveau dans ces pointes et dans ces baies. Oui, comme souvent, ça se gâte à Portland, c'est-à-dire qu'on part, comme Alexis l'a dit tout à l'heure, avec le courant dans le nez, mais c'est la fin du courant montant, et puis ensuite le courant s'inverse, et on passe les Needles avec le courant aux fesses, donc là ça va vite, et ce courant aux fesses, on le garde pendant 6 heures, et ça permet en gros d'arriver dans les parages de Portland, mais les gros bateaux, les grosses machines passent souvent Portland un peu plus vite que nous, et donc avec encore un zeste de courant portant, ouais. Alors que nous on arrive à Portland et c'est l'inverse, c'est la renverse. Et là effectivement Portland a été un premier passage à niveau important dans cette course-là, parce que ça a pétolé, et avec notre bateau léger, voilà, on s'en est, je me rappelle, assez bien sorti. Il y a eu à un moment on est parti et pas les autres, bon. Certains sont partis aussi, mais pas tous. Il y a eu un peu de ménage, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure. C'était sélectif. Et alors, deuxième temps fort de la course, c'est le passage des Scilly. Alors, quand on regarde la cartographie, en fait, imprimée sur écran d'une Rolex Fastnet Race, on voit le trajet qui passe Lenzen, là, sous les Scilly, mais en fait, la route est ouverte, donc il y a un choix cornélien entre passer Nord Scilly, Sud Scilly, avec en plus les DST à respecter. Comment vous faites votre cuisine avec tout ça, Alexis, là?
Ah bah c'est toujours un choix délicat. Puis en plus, des fois, voilà, on s'engage dans un des couloirs sans pouvoir faire demi-tour en gros, et on verra plus tard le résultat s'il est bon ou pas. Après, comme beaucoup de bateaux, on était aidé par un logiciel de navigation qui s'appelle Adrena, qui est quand même un outil formidable, que moi je commençais à bien maîtriser de mes années Figaro, et donc on avait fait pas mal de routage, et quand même beaucoup de routes, plus nos sensations nous indiquaient quand même une route à suivre en fonction des courants et tout. Donc je me rappelle que ce choix-là, on avait fait un bon choix, comme la plupart des bateaux en tout cas qui étaient autour de nous, et que ça avait été un choix payant, mais qui s'était voilà, ça s'était un peu imposé de lui-même. Il y a eu des éditions où il a fallu beaucoup plus se creuser la tête pour ce passage-là. Là, vu le schéma météo, ça s'était un peu imposé. Voilà, un petit compromis, route directe et placement par rapport aux bascules futures, quoi. Alors, Night and Day commence à tailler sa route en mer Celtique. Ça fait un petit bout de temps déjà que vous êtes parti de Cowes. Comment, vous disiez, Pascal, tout à l'heure, que le Night and Day, on ne s'arrête jamais, et le bateau ne s'arrête jamais quand on court en double. Comment s'établit le rythme à bord entre vous, entre le père et le fils, là? Il y a une hiérarchie, c'est chacun fait son quart, il y a des spécialités de l'un et l'autre à bord. Racontez-nous ça. Alors, il y a surtout pas de quart. Et donc, quand il y en a un qui a envie de dormir et qui sait qu'il va dormir, et si les conditions le permettent, et voilà, il va dormir. Voilà. Et après, on dort pas beaucoup, hein, pas non plus raconter n'importe quoi. Il y a des passages dans lesquels il est essentiel d'être dessus, d'être à fond, et où on est utile à faire avancer le bateau au mieux. Mais donc, on ne fait pas de quart. Alors dans l'ensemble, Alexis barre un peu plus que moi. Moi, je m'occupe pas mal de l'actualisation de la tactique et de la stratégie en fonction de ce qu'on a vu avant, dans la préparation de la course, les routages, les prévisions météo, et puis de ce qui se passe sur le terrain, voire de nouvelles prévisions météo qu'on obtient au fil de la course. Et puis en fait, les prévisions météo c'est bien, mais la réalité est parfois un peu différente. et de toute façon, ça c'est toujours utile de regarder un peu les nuages et la couleur du ciel pour évaluer quand va se produire le phénomène annoncé par les prévisions météo et quand est-ce qu'il va se produire exactement pour se placer au mieux. Il y avait aussi, je me rappelle que dans cette course-là, c'était l'une des premières fois qu'on utilisait l'AIS. Et l'AIS est un truc qui complique beaucoup la tâche, voilà, ce que j'appelle le mouchard. Ça complique beaucoup la tâche du navigateur entre guillemets, parce qu'en fait la navigation on la faisait tous les deux, le choix de la route, toujours on n'est pas toujours d'accord d'ailleurs, mais on obtient toujours un consensus en fait en échangeant des arguments, des trucs, des machins, et toujours on choisit. Il n'y a pas de personne ne décide. En fait, les choix on les fait toujours ensemble. On est toujours d'accord sur les choix, même si au début on ne l'est pas forcément. Mais l'AIS, ça donne tout à l'heure, Alexis parlait là du passage dans les DST au niveau des Scilly. Je me rappelle très bien que dans cette course-là, moi, une des premières fois, on était, je pense, dans un bord vers l'ouest, en approche des Scilly. On avait déjà décidé de pas monter dans le couloir vertical qui monte au ras de Landsend. Et puis, on regarde un peu à l'AIS ce qui se passe pour les gens qui sont devant, et on voit que les gens qui montent dans le couloir en laissant l'archipel immédiatement à leur gauche, on voit que ces gens-là, ils ont une bascule à gauche probablement due au vent qui frotte sur l'archipel, importante. Et ça se voit très bien entre les gens qui sont à droite du couloir
et qui font cap, je dirais, au nord, et les gens qui sont à gauche du couloir, près de l'archipel, qui font déjà presque la route directe, et qui font du 340, voilà. Ouais, et donc c'est comme ça qu'on est passé dans ce couloir-là, mais relativement près de l'archipel, pour bénéficier de cette gauche qui était bien utile. Et ça, c'est vrai que c'est l'AIS qui donne ces renseignements-là. Alors, je trouve ça parfois un peu dommage, mais mais bon, voilà, c'est tout le monde là, tout le monde y a accès. Bon, et alors il y a l'AIS effectivement, ce mouchard comme vous dites, et puis il y a quand même le pointage au caillou, puisque arrivé au Fastnet, vous savez un petit peu où vous en êtes, alors en temps réel j'imagine, mais en temps compensé, vous faites déjà vos calculs, vous avez des outils à bord qui vous permettent de dire on est bien, on n'est pas bien. Comment ça se passe, Alexis? C'est il y a 10 ans, hein. Mais je me rappelle qu'on est passé en pleine nuit dans la brume, on voyait rien. Ce qui est assez classique d'ailleurs sur un passage de Fastnet. Il y a toujours de la brume. Non, je plaisante, mais il y a souvent. Et là, on arrive un peu à choper le réseau irlandais, et donc je vois il y a une espèce d'actualisation du classement très régulier sur le site du RORC, et donc on voit qu'on est bien placé. En tout cas dans notre catégorie double, mais surtout on va dire qu'on est pas mal classé aussi sur le overall, mais par contre il y a une surprise qu'on n'est pas une, c'est qu'il y a quand même un JPK 10-10 redoutable qui s'appelle Foggy Dew, qui est mené par Noël Racine au Havre, qui est déjà passé en fait, et c'est vrai que lui, comme il était dans la catégorie IRC4, on se demandait un peu où il était. Ouais, voilà, ouais. il est devant nous, on le voyait pas trop à l'AIS, voilà, donc on se posait un peu des questions. Et puis donc on a dit il est déjà passé, mais il y a une petite demi-heure, il est pas très loin, quoi. Donc voilà, parce que sur le moment, voilà, on se fait pas trop de calculs, surtout que Foggy Dew en fait est en équipage et en IRC3, donc à la fois c'est pas notre pire ennemi, c'est juste que voilà, c'est un autre JPK. Alors Noël Racine sur Foggy Dew, Alexis, effectivement, il est devant, mais il a pas la même configuration que vous. Il court effectivement en équipage, mais il court aussi avec un JPK mono safran. Et je crois que c'est sur le retour dans un reaching un peu soutenu que la différence va se faire. Ouais, exactement. Ils avaient donc un bâton d'équipage, donc potentiellement plus à l'aise que nous, avec plus de monde au rappel. Sur un bord de largue, on est content d'avoir du poids. Par contre, ils avaient un seul safran, donc un long mono safran. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait une différence importante entre les deux bateaux, parce que c'est vraiment une allure, le bisafran révèle un peu tout son intérêt. Et puis c'est vrai qu'on avait vraiment un super speed breeze aussi, qui nous avait vraiment aidé, parce qu'il était vraiment fait pour cet angle de descente. Donc on avait eu de la chance, parce que on aurait pu avoir un autre angle de descente, mais là c'était vraiment la voile idéale pour ça. Et donc tout ça cumulé faisait vraiment une différence de vitesse importante, et on voyait bien que chaque heure qui passait, Foggy Dew grossissait, et assez vite on les a eu par le travers, et puis on les voyait partir au lof pas mal de fois. Ils ont même essayé d'autres voiles, mais bon, ils avaient rien à faire. On allait plus vite. On a même pris un riz dans la grand voile à un moment, qui nous a permis de gagner quelques degrés en cap, parce que le JPK 10-10, mine de rien, était un bateau qui avait un maniement très similaire au Figaro 2, sur lequel je passais beaucoup de temps à l'époque. Et donc ça permettait vraiment de savoir un peu les angles assez vite, les configurations de voile. On avait pas mal testé ça en avant-saison aussi. Donc ça a vraiment, tout ça cumulé a fait vraiment la différence. Bon, et puis à cette arrivée, Pascal et Alexis, parce que une fois qu'on a passé la pointe de l'Angleterre, on n'est pas encore à Plymouth, puisqu'à l'époque l'arrivée se jouait évidemment à Plymouth. Il y a encore 40 milles à faire. Ça se joue dans un mouchoir, et ça se joue sous la pluie, sous une pluie battante, je crois, cette arrivée dans la rade de Plymouth. Oui, oui, oui. Ah oui, tout à fait. C'est impressionnant, parce que ça se voit pas beaucoup sur les images quand on voit la vidéo et tout ça. C'est des professionnels qui ont fait ça, parce qu'effectivement, ils tombaient mais des cataractes de flotte. C'était impressionnant. Alors, on pensait bien qu'on avait gagné, parce que là, effectivement, en passant les Scilly, on avait eu une actualisation. Bon, on savait que Noël Racine était un des dangers les plus importants, et
et on savait qu'il était derrière. Donc, comme il était parti 20 minutes avant nous, bon, c'était bon signe. Et même Il s'il y y avait avait un Jerry petit Transo aussi rating. sur Alors, le MC34. voilà, exactement. Qui lui, du côté des Silly, il était encore devant, je crois. Mais ça s'est moins bien passé pour lui au niveau, je crois, du Lizard, où il a dû avoir une configuration de courant moins favorable au Lizard, ce qui fait que bah, lui aussi, on a réussi à passer devant et donc on pensait bien qu'on avait gagné, voilà. Mais bon, on était occupé encore à faire avancer le bateau et tout ça, et on a été accueillis vraiment par donc un des bateaux qui ont fait des images. Ça, on s'est dit, ça c'est bien, c'est bon Ça sent signe, bon. et ça sent bon. Mais on se disait aussi que on serait bien à l'abri, parce que c'était vraiment des conditions météo. Il y avait pas énormément de vent, mais il y avait par contre énormément de pluie. C'était extraordinaire. Ouais. Alexis, une arrivée humide dont tu te souviens, j'imagine bien aussi. Je me rappelle très bien de cette ambiance particulière, donc voilà, très bien décrite. Mais je me rappelle aussi que voilà, on se doutait bien qu'on avait gagné, et à la fois, on se méfiait quand même d'un plus petit rating que nous, parce que on n'avait pas trop les positions des autres bateaux. Et pour la petite histoire, en 2005, en fait, on a été leader overall pendant quelques heures, avant de se faire doubler par d'autres plus petits ratings. Donc on criait à demi-victoire, parce que on aurait tout à fait il y aurait pu avoir un plus petit bateau à qui on aurait dû rendre beaucoup de temps, qui aurait pu nous coiffer à l'arrivée pour le final. Donc c'est vrai que sur le moment, on n'explose pas de joie, parce qu'on se méfie quand même d'un plus petit bateau. Bon, c'était bien que ça arrive à Plymouth finalement, ce Fastnet, et que ça arrive pas à Cherbourg alors. Si ça avait été plus long, ça aurait pu être plus scabreux. Ah bah le parcours aurait été le même pour tout le monde, mais je suis d'accord avec toi, parce que mon dernier Fastnet, donc j'ai failli le perdre à, je sais pas, 20 000 de Cherbourg, donc oui, il reste des pièges sur la route. En 2021. Alors, qu'est-ce qu'ils conseillent justement les locaux là, Pascal et Alexis Loison, à ceux qui vont s'élancer au mois de juillet sur ce nouveau Fastnet qui arrivera à Cherbourg? L'arrivée à Cherbourg, elle est très tactique. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? De quoi il faut se méfier? Bah, la grande différence, elle est notamment sur la traversée de la Manche. En gros, le parcours reste le même jusqu'au Scilly, et puis au Scilly, au lieu de tourner, on va dire, un peu à gauche vers Plymouth, on va tout droit jusqu'à Cherbourg. Donc déjà, ça rajoute une bonne centaine de milles. Dans pas de vent, ça peut être très long, avec des courants importants de la mer de Manche, et puis un finish ultra important avec le raz Blanchard. Donc quand le courant est dans le bon sens, c'est assez facile, on se met au milieu, là où il y a les grosses flèches sur les cartes. Quand le courant est contraire, ou va devenir contraire avant la ligne d'arrivée, il y a un timing très important à anticiper sur le fait d'arriver soit très au large pour bénéficier du courant encore portant jusqu'au bout, soit aller se cacher dans les cailloux, au plus près des cailloux, en attendant la prochaine renverse, et qui se fera plutôt à terre, et essayer de passer le raz Blanchard à contre. Il y a des passages, mais qui n'ont rien d'évident. Oui, on l'a vu déjà sur des solitaires du Figaro, voilà. Absolument. J'imagine que vous avez été fêté à votre arrivée, puisque comme je disais en introduction, un équipage en double qui gagne overall, ça n'était jamais arrivé. Ça ne s'est jamais reproduit de plus. Qu'est-ce qui explique ça, d'après vous, Pascal? C'est vraiment une conjonction très particulière là, de facteurs qui ont eu lieu en 2013 pour vous? Oh, il y a un peu de réussite, faut pas dire le contraire, mais en même temps, voilà, on a déjà gagné des courses toutes classes. Bon, il faut une conjonction de courant, de météo, de tout ça. À mon avis, ça va se reproduire un jour.
parce que il n'y a pas de raison que, à partir du moment où les équipages en double gagnent quand même assez régulièrement leur classe, ça s'est produit donc en 2013, mais ça s'est produit aussi en 2015 pour le J105 qui nous bat, ça s'est produit en 2017, c'est nous qui gagnons dans notre classe et en double. Je crois qu'Alexis a fait pareil en 2021. Enfin bon, avec Guillaume Pirouel. Et je crois donc à partir du moment où les doubles gagnent régulièrement leur classe de longueur, il n'y a pas de raison qu'un autre équipage double un jour, avec la petite réussite météo, courant, voilà. Quand tout se présente bien, ben ça peut arriver effectivement que ça soit du tout de classe. Ça arrivera. Mais bon, voilà. Après, encore une fois, c'est plutôt les gros ratings qui, je pense que quand on fait des statistiques, c'est plutôt les gros ratings qui gagnent cette course. Mais bon, voilà, il y a des circonstances où c'est le contraire. Bien, on arrive au terme de cette émission, Pascal et Alexis. Vous nous avez pas dit qui a gardé la Rolex à son poignet après cette victoire overall. C'est Pascal ou c'est Alexis? Ouais, c'est une copropriété. Hein. S'il me la demande, je la lui prête. C'est tout à fait entendu entre nous. Quand je serai plus là, il en héritera directement. Et ça ne sera pas un héritage, il en est copropriétaire. Mais bon, c'est moi qui la porte. Voilà. J'étais le sponsor de cette affaire, donc j'ai gardé la Rolex. Et puis il était urgent que je la gagne parce que j'avais quand même 53 ans à l'époque, et donc si je voulais réussir ma vie, vous savez bien. Oui, la maxime de Séguéla. Oui. Donc Alexis a encore un peu de temps. Alexis, t'as quelques années encore. Voilà. Je pense que dans les années à venir, il aura l'occasion de... On lui souhaite et on lui souhaite dès cette année avec cette nouvelle Solitaire du Figaro et cette Transat Jacques Vabre à venir. Merci messieurs d'avoir participé à ce roman du Fastnet. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode très bientôt et je vous rappelle que l'association Arrivée Fastnet Cherbourg vous donne rendez-vous du 20 au 29 juillet pour célébrer les arrivées sur le village de la course à Cherbourg en Cotentin. À bientôt.